Je dois dire que la sécurité de Camart est meilleure que tout ce que la marine pourrait avoir. Camart protège son dentifrice mieux que la marine ne protège ses secrets. J'aimerais vous demander de mettre de côté les émotions que vous ressentez à mon égard, à propos de la situation, à propos de l'espionnage en général. John Walker a été payé par les Soviétiques pour avoir remis les secrets américains les plus profondément gardés. Les dégâts étaient absolument énormes, incalculables. Cela a sans doute changé durablement l'équilibre stratégique des puissances. John Anthony Walker Jr. a dirigé le plus grand et le plus dommageable réseau d'espionnage de l'histoire de la guerre froide. Pendant près de 18 ans, lui et ses complices ont vendu des secrets de la marine américaine aux soviétiques. Pourtant, les choses sont vite devenues trop importantes et compliquées. Le mépris de John Walker pour sa femme et pour ceux qui l'entouraient signifiait qu'il n'était qu'une question de temps avant que son château de cartes ne s'effondre. En l'année de l'espion, John Anthony Walker Jr. était l'espion de la décennie. Je tiens à vous informer que cette vidéo est sponsorisée par Magellan Télévision. Magellan Télévision vous propose les meilleurs documentaires du monde entier. Que vous recherchiez le drame puissant de l'histoire, l'excitation de la découverte scientifique ou la beauté impressionnante du monde naturel, Magellan Télévision dispose de la bibliothèque idéale de documentaires pour vous. Restez avec nous pour en savoir plus sur une offre spéciale que Magellan Télévision vous propose via cette chaîne. John Anthony Walker Jr. est né à Washington le 28 juillet 1937. Sa mère était italo-américaine et son père, John Sr., travaillait comme responsable marketing de films pour Warner Brothers. John Walker Jr., surnommé Sourire et Jack pour son large sourire espiègle de garçon, était l'enfant du milieu de la famille, ayant un frère aîné, Arthur, connu sous le nom d'Art, et un demi-frère nommé Gary. La famille vivait dans la misère, conséquence de l'alcoolisme de John Sr. et de son incapacité à gérer ses affaires financières et personnelles. Les Walker déménageaient fréquemment pour tenter d'échapper à l'accumulation des dettes, s'installant finalement à Scranton, en Pennsylvanie. John Walker a été élevé dans la foi catholique et a servi comme enfant de chœur. Cependant, sa nature rebelle l'a amené à jeter des pierres à travers les vitraux de son église et à voler dans la boîte à dons. Cependant, il avait un côté travailleur, gagnant assez d'argent grâce à sa tournée de journaux, en travaillant comme ouvreur dans un cinéma et comme vendeur porte-à-porte pour s'acheter une voiture avant ses 16 ans. Sans intérêt pour ses études, il a quitté le lycée puis est devenu petit voleur. En 1955, il a été arrêté après plusieurs cambriolages où il a volé des pièces de voiture et une petite somme d'argent. Il a été rapidement inculpé, reconnu coupable et a reçu une peine avec sursis. C'est à ce moment-là qu'Art, qui avait rejoint la marine américaine 2 ans plus tôt, en 1953, a décidé d'avoir une discussion avec son jeune frère dans le but de le remettre dans le droit chemin. La seule alternative étant la prison, John a été convaincu par son frère de s'engager dans la marine. Art a dû intervenir auprès du juge dans l'affaire de John pour plaider en faveur de la levée de la probation de son jeune frère afin de lui permettre de s'engager. À 19 ans, John Anthony Walker Jr. a rejoint la marine américaine en tant qu'opérateur radio, lançant ainsi une carrière qui allait changer à jamais le paysage du renseignement américain. Il a d'abord été affecté à un escorteur de destroyer, puis au super porte-avions USS Forrestal. Walker semblait avoir trouvé sa vocation, gravissant rapidement les échelons et obtenant l'équivalent dans la marine américaine de son diplôme de fin d'études secondaires ainsi qu'un diplôme universitaire. En 1957, en permission à Boston, John rencontra la fille d'une famille pauvre. Barbara Crowley, comme John, avait 19 ans et avait aussi grandi dans la foi catholique. On lui avait appris à se marier tôt et à consacrer sa vie à élever ses enfants. La cour entre John et Barbara fut brève. Le couple se maria quelques mois seulement après leur rencontre. Leur première fille, Margaret Ann, est née la même année et le couple a ensuite eu 2 autres filles, Cynthia et Laura, ainsi qu'un fils nommé Michael.
Vivre avec un seul maigre salaire de la marine était difficile, si bien que la jeune famille a passé ses premières années dans une caravane exiguë. Lorsque Michael étant né, en 1962, le mariage de John et Barbara était déjà en train de se briser. Le mari et la femme buvaient entre tous les deux de façon excessive, et la violence physique était trop courante. John passait ses permissions au bar avec ses camarades de la marine et avait plusieurs liaisons extra-conjugales. Pendant ce temps, Barbara négligeait ses tâches ménagères et avait elle-même des liaisons amoureuses pendant que son mari était en patrouille. Ces liaisons incluaient, de façon choquante, une romance de 10 ans entre Barbara et Har, le frère de John Walker. Malgré ses problèmes financiers et conjugaux, la carrière de John Walker dans la marine était florissante. Sa première mission l'a conduit sur la côte de Vladivostok, où il a participé à des missions de surveillance américaines. En juillet 1962, il a observé Starfish Prime, un essai nucléaire à haute altitude mené par les États-Unis et lancé depuis l'atoll Johnston, situé près des îles Hawaï. Walker a été formé à la cryptographie en 1963, obtenant son habilitation de sécurité cryptographique top secret après avoir réussi une vérification approfondie des antécédents appelé le programme de fiabilité personnelle. Il a également obtenu sa qualification à l'école des sous-marins et a été déployé peu de temps après dans le Pacifique à bord du sous-marin USS Razorback. Walker recevait régulièrement une note de performance de 4,0, la plus élevée possible, et il a finalement été affecté à l'équipage bleu de l'USS Andrew Jackson, un sous-marin nucléaire de classe Lafayette équipé des missiles balistiques Polaris à ogive nucléaire les plus avancés de la marine américaine. Il a aussi été formé à l'entretien et à la réparation des machines cryptographiques, ce qui lui a permis de les utiliser et de comprendre leur fonctionnement. Walker a continué à exceller dans son rôle, si bien qu'en 1966, il a été affecté à l'équipage Or de l'USS Simon Bolivar, un autre sous-marin nucléaire lanceur d'engins. En tant que chef de la salle radio et officier de veille des communications du commandement des sous-marins de la flotte de l'Atlantique, Walker gérait le trafic des messages codés et avait accès au système cryptographique des sous-marins nucléaires américains. Je voudrais faire une pause un instant pour vous parler davantage de Magellan Télévision. J'ai récemment regardé L'espion qui est entré dans le froid sur Magellan Télévision. C'est un documentaire fascinant sur Kim Philby, un super espion soviétique qui a opéré au plus fort de la guerre froide. Si vous êtes captivé par tout ce qui touche à l'espionnage, ce documentaire est à voir absolument. La collection soigneusement sélectionnée de documentaires de Magellan Télévision couvre l'histoire, la science, la nature, le crime et bien plus encore. Avec de nouveaux contenus publiés chaque semaine, c'est entièrement sans publicité et comprend une collection croissante de nouveaux contenus en 4K. De plus, vous pouvez regarder Magellan Télévision à tout moment et n'importe où, que ce soit sur votre téléviseur, votre ordinateur portable ou votre appareil mobile. Cliquez sur le lien dans la boîte de description pour obtenir un essai de 33 jours afin de regarder L'espion qui est allé dans le froid et tout le reste de l'impressionnante collection de plus de 3000 documentaires de haute qualité de Magellan Télévision. Merci à Magellan Télévision d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, revenons à l'histoire de John Walker. Après 10 ans de service dans la marine, John Walker était passé de radiotélégraphiste à premier maître puis à officier marinier. Malgré sa progression, il devenait de plus en plus mécontent. Il trouvait les grands navires dans lesquels il était confiné pendant 2 mois d'affilée très impersonnels et les équipages soudés des petits bâtiments sur lesquels il avait commencé sa carrière lui manquaient fort. Il avait du mal à se réadapter en revenant de ses patrouilles et sa vie familiale laissait beaucoup à désirer. Se sentant toujours à l'étroit financièrement malgré son avancement professionnel, John investit ses maigres économies dans un terrain en dehors de Charleston, en Caroline du Sud. Celui-ci était idéalement situé près de l'endroit où il était affecté avec la marine en 1967 à bord de l'USS Simon Bolivar. Il avait prévu de construire un parking, mais lorsque ce projet est tombé à l'eau, il a plutôt ouvert un bar appelé le Bamboo Snack Bar. L'entreprise n'a pas été un succès financier, engloutissant de l'argent et laissant Jean à court de liquidités. Il était même allé jusqu'à suggérer à sa femme Barbara de se tourner vers la prostitution pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Elle a refusé cette idée, laissant Jean accepter à contre-cœur
d'autres emplois, notamment conduire un taxi et transporter des voitures de location vers et depuis un dépôt central en ville. Au fil des années, John Walker Jr. était aussi devenu désabusé politiquement. Il en voulait à la politique de tromperie de son gouvernement, qu'il faisait remonter à l'entrée de l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale. Il pensait que l'assassinat de John F. Kennedy était une dissimulation du gouvernement et que la guerre froide n'était qu'une mascarade de propagande. Il déclara plus tard que les machines militaires engendrées par la guerre froide et la présentation de l'Union des républiques socialistes soviétiques comme l'empire du mal étaient à devenir pour lui une blague pathétique qui n'en finissait pas. C'est donc une combinaison de cupidité et de désaffection politique qui a poussé John Walker Jr. dans les bras de l'Union soviétique. Peut-être était-ce aussi un désir de statut et un sentiment d'importance personnelle, longtemps recherchés mais jamais atteints, qui ont également joué un rôle. Cependant, si l'on décompose la situation, l'argent était un facteur de motivation principal pour Walker, qui savait que les informations auxquelles il avait accès rapporteraient en gros auprès du principal rival et ennemi de sa nation. La guerre froide des années 1960 a vu l'intensification des hostilités sur le front idéologique. Au milieu de la décennie, l'Amérique était embourbée dans son conflit le plus impopulaire au Vietnam, et la théorie des dominos du président Harry Truman se réalisait en temps réel, avec des pays comme Cuba et la Chine tombant sous la domination totalitaire communiste. En décembre 1967, Walker a franchi le Rubicon en décidant de divulguer des informations top secrètes. À Moscou. Les documents qu'il a photocopiés alors qu'il était en poste au quartier général de la force sous-marine de la flotte de l'Atlantique comprenaient les réglages des cartes-clés cryptographiques utilisées par la marine le mois précédent. Ces cartes-clés permettaient aux opérateurs radio de la marine de déchiffrer les communications radio-cryptées à l'aide de la machine de chiffrement KL-47. Walker a pris sa MG rouge de 1964 et a filé à Washington avec sa cargaison secrète. Il a réussi à se faufiler à l'intérieur de l'ambassade soviétique, parvenant d'une manière ou d'une autre à échapper au poste d'observation permanent du FBI. Il n'a pas mâché ses mots lorsqu'il s'est présenté à un agent de sécurité de l'ambassade, Yakov Lukosevich. Il a dit qu'il était officier de la marine américaine et qu'il avait des informations secrètes qu'il voulait vendre. Yakov avait été pris de court et ne savait pas comment gérer Walker. Walkins devait être traité avec circonspection au cas où l'offre se révélerait être un appât tendu par une agence de renseignement rivale. Il comprenait néanmoins que si Walker était sincère, la valeur de ces renseignements serait énorme pour l'Union soviétique. Il décida de rencontrer Walker, impressionné par leur discussion de 2 heures où Walker ne cachait pas son amour du communisme. Il était strictement là pour affaire. Dès que la réunion fut terminée, Walker fut exfiltré de l'ambassade sans être détecté. Yakov contacta immédiatement le résident du KGB, Boris Slomerton, qui, avec Oleg Kalugin, le chef de la section du renseignement politique du KGB, évalua les informations de Walker. Leur évaluation confirma que si Walker était un véritable volontaire, il était le genre d'espion qui n'apparaît qu'une fois dans une vie. Une deuxième rencontre eut lieu en février 1968 dans le nord de la Virginie. Lors de la rencontre, Walker remit d'autres documents classifiés de la marine ainsi que des manuels techniques. En échange, le KGB remit à Walker $5 000 américains, une somme bien plus généreuse que ce que les soviétiques donnaient habituellement à leurs espions. Walker reçut également un appareil photo miniature Minox pour l'aider dans sa collecte de renseignements. Pendant des décennies, cet appareil photo a été le préféré des agences de renseignement du monde entier, en raison de sa petite taille et de son excellente qualité d'image. À ce moment-là, John Anthony Walker Jr. agissait officiellement en tant qu'espion pour l'Union soviétique. Son dossier a été confié à Oleg Kalugin du lent premier rayon du KGB et son agent traitant devait être Yuri Linkov, un agent de liaison de la marine. Tout le monde était d'accord pour dire que les rencontres en face à face devaient être réduites au minimum. Walker a reçu des plans détaillés pour les signaux et caches mortes autour de Washington. Il a scrupuleusement suivi les instructions et démontré d'excellentes compétences d'espion. Il s'écoulerait 10 ans avant qu'il ne rencontre à nouveau ses agents traitants en personne, et ces rencontres n'auraient pas lieu sur le sol américain.
En l'état, les boîtes mortes étaient organisées tous les 3 à 6 mois environ afin de minimiser le risque de compromission. Le KGB et Walker utilisèrent des canettes de soda vides, placées à des endroits prédéfinis comme signal pour indiquer leur disponibilité à un échange. À l'un des sites de boîtes mortes, Walker laissait ses 6 à 8 rouleaux de microfilm dans un sac poubelle, à un endroit discret dans les bois. À un autre endroit, le KGB laissait un paquet pour Walker contenant sa rémunération, des instructions pour le prochain échange et parfois une note personnelle. L'opération Walker était fortement compartimentée par le KGB, seuls quelques individus triés sur le volet étant initiés. Peu de temps après son recrutement, l'opération Walker a été transférée à la toute nouvelle 16e direction du KGB, qui était l'équivalent de la National Security Agency américaine. Bien que les Soviétiques savaient qu'ils avaient retrouvé une véritable mine d'or avec John Walker, les bandes cryptographiques et les feuilles de code qu'il fournissait auraient été inutiles au KGB sans les moyens de décoder les messages que ces bandes contenaient. En tant que radiotélégraphiste et officier marinier, Walker travaillait dans les salles radio des différents navires auxquels il était affecté. Celle-ci était le cœur battant des systèmes de communication de la marine et le moyen par lequel leurs navires et sous-marins communiquaient avec la base. Ces salles radio contenaient les équipements les plus high-tech utilisés pour chiffrer et déchiffrer le trafic radio-crypté envoyé via ce qu'on appelait le système de diffusion de la flotte. Le premier ensemble de codes clés remis par Walker au KGB concernait la machine à chiffrer KL-47 de la Seconde Guerre mondiale, qui ressemblait à bien des égards aux machines Enigma allemandes. Au fil du temps et avec les progrès technologiques, la KL-47 a été remplacée par la KV-7 plus moderne. Il s'agissait d'un boîtier gris contenant des tubes à vide et des composants à transistors qui fonctionnaient en ligne comme un téléimprimeur chiffré à haute vitesse. Cependant, pour que les renseignements divulgués par Walker aient une réelle valeur, les Soviétiques devaient mettre la main sur une machine capable de lire les messages chiffrés. À cette fin, John Walker a reçu un petit appareil appelé lecteur de rotor qu'il pouvait utiliser pour lire les schémas de câblage internes des machines à chiffrer. Ces informations, ainsi que les manuels techniques que Walker a fournis sur le KL-47, ont permis aux Soviétiques de rétroconcevoir leurs propres machines contrefaites. En ce qui concerne le modèle ultérieur KW-7, les Soviétiques se sont procuré l'appareil authentique par des moyens bien plus spectaculaires et controversés. Le 23 janvier 1968, l'USS Pueblo, un navire de recherche américain qui avait été reconverti en navire espion, a été capturé par les forces nord-coréennes alors qu'il naviguait dans les eaux internationales. L'équipage de 83 hommes a été retenu en otage durant 11 mois de tension. On dit que la Corée du Nord a livré une cargaison de renseignements et d'équipements précieux capturés aux Soviétiques, y compris un dispositif KW-7 et ses manuels techniques trouvés à bord du navire. La question de savoir si l'incident a été orchestré par les Soviétiques reste débattue, des informations ultérieures suggérant que les Soviétiques n'étaient pas impliqués dans la capture de l'USS Pueblo et que l'événement a en fait nui aux relations entre l'Union soviétique et la Corée du Nord. Quelle que soit la vérité, les Soviétiques avaient alors en leur possession une véritable machine KW-7 pour lire les bandes télégraphiques que Walker leur envoyait. Les codes des clés de chiffrement utilisés pour décrypter les messages radio étaient régulièrement changés pour des raisons de sécurité. Selon Walker, il n'a fourni que d'anciennes listes de clés qui n'étaient pas aussi étroitement surveillées que les clés actuelles ou futures. Cependant, la bande remplacée pouvait encore être utilisée par les Soviétiques pour casser les codes américains. On pense qu'en utilisant les renseignements reçus de Walker et leur nouvelle machine à chiffrer, les Soviétiques ont pu lire jusqu'à 1 million de messages de la marine. Un exemple de l'impact concret de la trahison de Walker envers les États-Unis a été observé dans la guerre par procuration menée au Vietnam. Le Nord-Vietnam est devenu bénéficiaire des renseignements de Walker grâce à son allié soviétique. L'interception et le décryptage des communications militaires américaines ont permis aux Nord-Vietnamiens d'anticiper les bombardements américains de B-52 et de prendre les contre-mesures appropriées en évacuant les zones qu'ils savaient être ciblées.
L'efficacité américaine dans la guerre a ainsi été diminuée et Walker, même s'il n'en était pas conscient ou s'en moquait, a très certainement coûté la vie à des soldats américains. Alors qu'il était en poste à la base navale américaine de Norfolk, en Virginie, recueillir des renseignements pour ses supérieurs soviétiques était facile. John Walker avait le statut de courrier et, à ce titre, il pouvait transporter des liasses de documents jusqu'à son bureau de célibataire où il les photographiait avec l'appareil photo Minox. En 1968, John Walker recevait des milliards de dollars chaque mois pour les informations qu'il livrait au KGB. La femme de Walker, Barbara, commençait à avoir des soupçons. Son mari, du moins selon lui, passait énormément de temps au bureau après les heures de travail et tout à coup, leurs problèmes financiers semblaient entendus appartenir au passé. Lorsqu'elle a demandé l'origine de l'amélioration de leur niveau de vie et de l'argent liquide à la maison, Walker a répondu qu'il gagnait un revenu supplémentaire en travaillant à côté. Barbara n'a pas cru à cette histoire et était convaincue que son mari la trompait. Un jour, en fouillant dans les tiroirs de son bureau, elle a découvert une boîte en métal contenant de l'argent liquide, des croquis de lieux de dépôt et des notes manuscrites du KGB. Barbara, assez intelligente, a confronté Walker après avoir fait le lien. En retour d'avoir soulevé la question de son espionnage, Barbara a reçu une raclée, y compris 2 yeux au beurre noir. John Walker avait maintenant un problème. Sa femme était au courant. Ses agents de liaison du KGB l'avaient averti de ne pas laisser sa femme découvrir la vérité, car selon eux, elle serait le maillon faible de l'opération. Peut-être pour impliquer Barbara dans ses activités criminelles et la forcer à garder le silence, Walker a convaincu sa femme de l'accompagner lorsqu'il effectuait ses échanges de dépôts secrets avec les soviétiques. Il pensait que cela suffirait peut-être à faire croire à Barbara qu'elle était trop impliquée pour dénoncer son mari aux autorités. Barbara s'est pleinement investie, sautant de la voiture de John pour dissimuler les dépôts d'eau secrets et repassant les billets froissés reçus des soviétiques. En 1969, le travail de Walker le maintenait à terre, principalement dans une base navale de San Diego, où il formait de jeunes opérateurs radio. Cela signifiait qu'il n'avait plus accès au même niveau de renseignement, précieux que lorsqu'il était à bord des navires et sous-marins de la marine. Cependant, ce qu'il avait, c'était l'accès à la bibliothèque de documents classifiés de la marine. Il devait passer des points de contrôle maritime complexes pour faire entrer et sortir des informations de la bibliothèque, allant jusqu'à falsifier de nouveaux papiers d'habilitation de sécurité après l'expiration des siens. La valeur des renseignements de Walker a diminué pendant cette période, tout comme les paiements qu'il recevait du KGB. John Walker était déterminé à retrouver l'accès aux informations qu'il avait lorsqu'il était basé sur la côte est des États-Unis. Il était activement à la recherche d'une nouvelle recrue pour l'accompagner dans son espionnage. Quelques années plus tôt, Walker s'était lié d'amitié avec Jerry Whitworth, qui est ensuite devenu officier marinier dans la marine américaine. Les 2 hommes avaient des parcours similaires. Ils entretenaient de très mauvaises relations avec leurs pères temps respectifs, avaient échoué au lycée et avaient généralement des ennuis. En 1974, et après quelques années de manipulation subtile, Walker réussit à recruter Whitworth dans ce qui allait devenir un réseau d'espionnage. Walker resta vague au sujet de l'opération, la présentant comme une activité de conseil et affirmant que ce seraient les alliés des États-Unis qui bénéficieraient des renseignements partagés. Cela, ajouté à l'argent promis par Walker, fut suffisant pour convaincre Whitworth de s'engager. Au moment où Whitworth a été recruté en 1974, Walker était de retour à Norfolk et avait été affecté au quartier général de la force amphibie de l'Atlantique. Cela facilitait la collecte de renseignements top secrets, mais révélait toujours les problèmes de mariage de John et Barbara. Barbara gardait le silence sur l'espionnage de son mari depuis sa découverte, mais nul ne savait quand elle le dénoncerait à la police ou au FBI. John Walker faisait aussi face à un autre problème. Les personnes détenant une habilitation de sécurité top secret étaient tuées et étaient tenant de subir des réenquêtes périodiques dans le cadre des protocoles de sécurité standards. Une partie de la procédure impliquait un test au détecteur de mensonges, une épreuve que Walker craignait d'échouer lamentablement. Cependant, en 1976, John Walker avait déjà eu une longue carrière dans la marine et choisit de prendre sa retraite plutôt que de risquer une réenquête. De plus, il avait un plan de succession sous la forme de Jerry Whitworth pour poursuivre son opération d'espionnage afin que l'argent continue d'affluer.
Le KGB avait été en colère lorsqu'on leur avait présenté le recrutement de Whitworth comme une entreprise factice lors de leur rencontre avec Walker à Casablanca en 1977. Mais néanmoins, le KGB a accepté l'arrangement après que Whitworth eut prouvé sa valeur en transmettant un manuel sur un nouveau système de communication tactique par satellite. Avec l'argent du KGB, Walker a acheté une camionnette pour Whitworth afin de lui permettre de photographier secrètement des documents classifiés. John Walker, avec un adjoint en place, a pris sa retraite de la marine en 1976. Il a créé une société de détectives privés appelée Confidential Reports, par laquelle il blanchissait l'argent qu'il continuait de recevoir des soviétiques. À ce moment de sa vie, John Walker a saisi l'occasion de divorcer enfin de Barbara. Il sautait régulièrement ses paiements de pension alimentaire et de soutien aux enfants, tout en profitant lui-même d'une vie de vin, de femmes et de chansons. Sa famille vivait à peine au-dessus du seuil de pauvreté. Walker s'est acheté un avion, une voiture de sport et un bateau, ce dernier étant d'ailleurs nommé à juste titre « Vieux cochon ». Contre l'avis et les avertissements du KGB, Walker fit peu d'efforts pour cacher sa richesse. La retraite permit à Walker de rencontrer ses agents de liaison du KGB en personne tous les 6 mois, à Vienne ou à Casablanca. Pendant que Walker papillonnait au Maroc ou en Autriche, Jerry Whitworth était de retour aux États-Unis, fouillant et subtilisant des documents top secrets. Alors qu'il était en poste sur l'USS Enterprise, Whitworth remit une pile de documents d'un pied de haut au KGB. Le type d'information que Whitworth a vendu au KGB via Walker comprenait le trafic de câbles, des photographies, des listes de clés pour divers systèmes cryptographiques et des données sur le tout nouveau système téléphonique sécurisé des États-Unis. Whitworth, cependant, commença à avoir des doutes sur son implication dans le réseau d'espionnage. Il voulait prendre sa retraite de la marine en 1979, mais Walker ne le lui a pas permis. Sous l'influence de Walker, Whitworth a continué à espionner, mais il a finalement arrêté en 1983, lorsqu'il a pris sa retraite de la marine sans en informer Walker. Walker avait compris depuis un certain temps que la situation de son ami Jerry Whitworth était compromise et avait donc pris des mesures des années auparavant pour recruter d'autres personnes dans son réseau d'espionnage. Le frère aîné de John Hart a pris sa retraite de la marine au début des années 1970 et a rejoint un sous-traitant privé de la défense à Chesapeake, Maryland. Hart avait toujours accès à des documents classifiés grâce à son travail et, en 1981, il avait été recruté par Walker dans le réseau d'espionnage. Comparé aux renseignements fournis par Whitworth, ce qu'Hart produisait était de qualité relativement inférieure et ne rapportait pas grand-chose au KGB. Walker est devenu désespéré de trouver d'autres personnes ayant un meilleur accès à des secrets plus lucratifs. Walker avait dans sa ligne de mire 2 autres personnes qui étaient encore plus proches de lui. Il savait que Whitworth commençait à hésiter et voulait prendre sa retraite. Alors, en 1979, Walker a tenté de recruter sa plus jeune fille, Laura. Elle servait dans l'armée américaine en tant qu'opératrice de communication sécurisée. Laura était enceinte à l'époque et Walker a essayé de la convaincre d'avorter pour qu'elle puisse rester dans l'armée. Heureusement, elle a refusé. Alors que Walker n'a pas réussi à recruter sa fille, son plus jeune fils, Michael Walker, était une cible beaucoup plus facile. Tout comme son père, Michael Walker avait quitté le lycée, touché à la drogue et, en général, faisait des bêtises. Admirant son père, Michael Walker rejoint la marine en 1982. Lorsque John Walker a finalement invité son fils à rejoindre le cercle l'année suivante, en 1983, le jeune Michael ne pouvait pas être plus excité et fier. Michael était secrétaire de la marine à bord de l'USS Nimitz, l'un des plus grands porte-avions de la marine américaine. Bien qu'il n'était qu'un simple employé administratif, il avait accès à des documents classifiés qui étaient destinés à être détruits. Désireux de plaire à son père, Michael Walker transmettait tout ce qu'il pouvait trouver. Sur plus de 1500 pages, il rapportait chez lui des documents sur les systèmes d'armes, procédures de commandement, méthodes de furtivité et listes de cibles de contingence. La plupart des gens se demandent comment John Walker et son réseau d'espionnage ont pu agir sans être découverts pendant près de 18 ans. John Walker a profité de sa position de confiance de toutes les personnes dans son cercle d'influence et de la sécurité manifestement laxiste de la marine.
Cependant, c'est la cupidité de Walker et ses tendances psychopathes qui ont finalement causé sa chute. La conscience de Jerry Whitworth le rongeait depuis qu'il avait pris sa retraite de la marine. Lorsqu'il ne pouvait plus le supporter, il a écrit une lettre au bureau du FBI de San Francisco en 1984 en utilisant le pseudonyme Russ. Whitworth a déclaré qu'il avait agi comme espion pendant plusieurs années, vendant des secrets au KGB. Il a proposé de tout révéler en échange de l'immunité contre les poursuites. Le FBI a tenté de rencontrer Whitworth, mais l'espion à la retraite a finalement perdu courage et la piste s'est éteinte. Le 17 novembre 1984, l'ex-femme séparée et maltraitée de John Walker, Barbara, a finalement craqué. Que ce soit sa conscience ou le fait que Walker ait encore oublié de payer la pension alimentaire, elle a appelé le bureau du FBI à Boston pour dénoncer son mari. Elle s'était tue pendant près de 20 ans, mais des années de misère conjugale qui avaient alimenté son alcoolisme et l'encouragement de sa fille Laura l'ont finalement poussée à appeler. Elle était clairement en état d'ébriété lorsqu'elle a passé l'appel, mais elle a déclaré que son mari vendait des secrets aux soviétiques depuis près de 20 ans. Au début, le FBI ne savait pas quoi penser de cet appel. Peut-être n'était-ce que les divagations d'une ex-femme alcoolique et désabusée, et une histoire à laquelle il ne fallait pas croire. Néanmoins, le 29 novembre 1984, un agent spécial du FBI a interrogé Barbara à son domicile. Empestant l'alcool et buvant ouvertement à une bouteille de vodka, elle raconta tous les détails de la vie secrète de son ancien mari qu'elle avait découvert au cours des 2 dernières décennies. Elle expliqua ce qu'elle avait découvert dans le tiroir de son mari des années plus tôt et comment elle l'avait parfois accompagné lors de ces échanges secrets. Elle déclara que son mari avait reçu un paiement de 35 000 $ américains pour les informations qu'il avait remises lors d'une occasion. Cependant, la vodka et la manière évasive dont Barbara répondait lorsqu'on lui demandait pourquoi elle avait mis si longtemps à se manifester poussèrent l'enquêteur du FBI à douter de la véracité de son récit. Un rapport fut rédigé à la suite de l'entretien, mais il fut classé, marqué comme ne nécessitant aucune enquête supplémentaire. Ce n'est qu'à l'année suivante, en février 1985, qu'un superviseur du FBI entreprit un examen de routine des dossiers inactifs. Il jugea prudent d'envoyer le rapport au petit bureau du FBI de Norfolk pour qu'ils y jettent un œil. Le rapport atterrit sur le bureau de l'avocat et superviseur du FBI, Joe Wolfinger. Il remit l'affaire à l'équipe 4 dirigée par le chef enquêteur Bob Hunter. Le contact avec Barbara et sa fille Laura a repris, et elles ont accepté de passer des tests au détecteur de mensonges. Les résultats ont montré qu'elles disaient en toutes deux la vérité. Cependant, le FBI hésitait à faire de la mère et de la fille les témoins principaux, car leurs problèmes personnels compromettaient leur fiabilité au procès. Le FBI savait que leur meilleure chance d'obtenir une condamnation était de prendre Walker sur le fait. Début mars 1985, le siège du FBI a finalement autorisé une vaste enquête sur John Anthony Walker. L'opération Windflyer a rapidement battu son plein. Les enquêteurs ont obtenu un mandat pour installer des dispositifs de surveillance chez Walker et sur sa péniche. Le FBI a écouté un appel téléphonique préalablement organisé entre Laura et son père, ainsi qu'une rencontre en personne entre John et Barbara. Aucune des deux discussions n'a permis d'obtenir l'aveu qu'ils espéraient enregistrer. Pendant 2 mois, les enquêteurs ont écouté tous les appels personnels et professionnels de Walker, jusqu'à ce qu'une conversation retienne leur attention. Le 16 mai 1985, John Walker a reçu un appel de sa mère pour l'informer que sa tante était décédée. Il a dit à sa mère qu'il ne pouvait pas assister aux funérailles imprévues débutant 2 jours plus tard, le 18 mai 1985, car il avait une course importante à faire à laquelle lui seul pouvait s'occuper. Au cours d'une demi-douzaine d'autres appels téléphoniques à des amis et collègues, Walker a donné une version différente chaque fois qu'il parlait de ses projets pour le week-end. Quelque chose clochait, et le FBI espérait que John Walker prévoyait, en fait, d'effectuer une remise morte. Alors que le samedi 18 mai 1985 se levait, le FBI lançait l'une de ses plus grandes opérations de surveillance jamais réalisées.
Avec des yeux dans le ciel et des agents du FBI dans des véhicules répartis sur une zone de 200 miles de large, rien ne se passa. John Walker vaqua à ses occupations habituelles, tondant sa pelouse et prévoyant un rendez-vous avec une autre femme pendant que sa fiancée était hors de la ville. Puis, le lendemain, dimanche 19 mai 1985, le FBI observa John Walker monter dans sa camionnette et faire le tour de son quartier, ce qui semblait être une tentative de repérage. En somme, il prend et facilement, il a pris un itinéraire détourné, faisant demi-tour et zigzagant au cas où il serait été surveillé. Il a ensuite pris l'Interstate 64 vers l'ouest. La surveillance s'est poursuivie jusqu'aux premières heures du lundi matin, John Walker étant suivi alors qu'il conduisait apparemment sans but. Le FBI s'est empressé de retracer les pas de John Walker, ce qui les a conduits à récupérer un paquet qu'il avait laissé pour ses contacts soviétiques dans une banlieue boisée du Maryland, près d'un panneau interdisant la chasse. Le paquet contenait 129 pages de documents classifiés top secret qui avaient été dérobés à bord de l'USS Nimitz et portaient les empreintes digitales de Michael Walker. Tôt le lundi 20 mai 1985, John Walker a été attiré hors de sa chambre d'hôtel par un agent du FBI déguisé en agent de sécurité, prétextant que sa voiture avait eu un accident sur le parking. En sortant de sa chambre à 3h30 du matin, Bob Hunter est intervenu et a arrêté John Anthony Walker Jr. dans le couloir d'un Ramada Inn à Rockville, dans le Maryland. Un message urgent a été envoyé à l'USS Nimitz, qui entrait dans la ville portuaire de Haïfa, en Israël. À bord se trouvait Michael Walker, âgé de 21 ans, qui a été immédiatement arrêté. Il a nié toute implication lors du premier interrogatoire par l'unité navale, mais a vite craqué et confessé entièrement au FBI. La perquisition chez John Walker a révélé de nombreuses preuves de ses activités d'espionnage, dont des paiements à Jerry Whitworth. Le dernier colis de Walker destiné au KGB contenait des notes griffonnées que le FBI a pu relier à Whitworth et Art Walker, qui ont été arrêtés et appréhendés. Au cours de sa carrière d'espionnage, qui a duré près de 2 décennies, John Walker a gagné plus d'$1 million américains. Walker a admis que sa motivation principale était l'argent. Il a dit « Je suis devenu espion parce que c'est ce à quoi j'avais accès. Si j'avais travaillé dans une banque, j'aurais pris de l'argent. Si j'avais eu accès à de la drogue, j'en aurais vendu. Le fait étant que je suis devenu espion parce que j'avais besoin d'argent. C'était aussi simple que ça. » La marine était manifestement aveugle face à l'espion dans ses rangs pendant toutes ces années. Dans une évaluation de performance de 1972, à une époque où Walker travaillait déjà ironiquement pour les soviétiques depuis 4 ans, son officier commandant le décrivait comme intensément loyal, très fier de lui-même et du service naval, défendant farouchement ses principes et ses traditions. Il possède un grand sens de l'honneur et de l'intégrité personnelle, associé à un excellent sens de l'humour. Barbara était mortifiée d'apprendre que son fils Michel avait été arrêté. Elle a dit plus tard qu'elle n'avait aucune idée qu'il était impliqué dans le réseau d'espionnage et que si elle l'avait su, elle aurait peut-être emporté son secret dans la tombe. Barbara a passé les mois suivants à faire campagne sans succès pour son fils dans une tentative de l'extraire du scandale. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer et d'une trahison finale, John Walker a témoigné contre son ami Jerry Whitworth lors du procès de 1986. C'était en échange du fait que les procureurs demandent une peine plus clémente pour son fils Michael. Whitworth a touché près de $335 000 du KGB pour ces informations. Il a plaidé non coupable et, une fois condamné, a écopé d'une peine de 365 ans de prison et d'une amende de $410 000. Le malheureux Arthur, bien qu'il n'ait pas fourni au KGB d'informations aussi dommageables que ses complices, a écopé d'une peine de prison à vie et d'une amende de $250 000. Michael Walker a écopé d'une peine de 25 ans grâce à l'accord de plaidoyer de culpabilité de son père, et le chef du réseau lui-même, John Anthony Walker, a été condamné à 2 peines de prison à vie, plus 10 ans. Michael Walker a été libéré de prison en février 2000 pour bonne conduite. Les derniers rapports indiquaient qu'il tentait de reconstruire sa vie en tant qu'artiste local vivant dans le Massachusetts. Quant à Barbara, elle est décédée à Norfolk, en Virginie, en 2009.
John et Arthur auraient pu obtenir une libération conditionnelle en 2015, mais ils sont décédés à 1 mois d'intervalle en prison en 2014. Les informations fournies par John Walker et son réseau d'espionnage ont permis aux Soviétiques de lire plus d'1 million de messages cryptés. Les machines à chiffrer compromises d'Ourtonsens par le réseau d'espionnage Walker-Whitworth étaient utilisées non seulement par la marine, mais aussi par toutes les branches de l'armée américaine, ainsi que par la CIA. Les services de renseignement américains ont subi une compromission sans précédent grâce à Walker. L'Union soviétique a acquis une connaissance approfondie des tactiques et capacités américaines. Beaucoup considèrent donc que le réseau d'espionnage de Walker a provoqué la faillite de sécurité la plus dommageable de la guerre froide. Cela a permis aux Soviétiques de comprendre et d'anticiper la façon dont les États-Unis réfléchissaient militairement. Cela a bouleversé ce qui était considéré comme l'équilibre des forces en cas de déclenchement d'une guerre totale. Avant la trahison de John Walker, les États-Unis s'étaient fermement imposés dans le domaine de la supériorité navale sur l'Union soviétique. Cela était en grande partie dû aux sous-marins nucléaires technologiquement supérieurs de la marine américaine. Les sous-marins américains étaient des furtifs et silencieux, tandis que les sous-marins soviétiques étaient les bruyants et facilement détectables. Une fois que John Walker a commencé à partager les secrets de la marine, les Soviétiques ont pu combler l'écart technologique des décennies plus tôt qu'ils n'auraient pas pu le faire autrement. Une classe de sous-marins soviétiques était même surnommée officieusement classe Walker. Étant donné la qualité constamment élevée des renseignements fournis par Walker, l'impact de son espionnage est considéré comme ayant été bien plus dommageable que celui de nombreux de ses contemporains. Le chef des opérations navales américaines a estimé qu'il en coûterait 100 millions de dollars pour réparer les dégâts causés par Walker à la sécurité nationale des États-Unis, en supposant, bien sûr, que cela soit possible. John Walker est resté impénitent, blâmant la marine pour l'alcoolisme de sa femme et pour sa famille dysfonctionnelle. Peut-être que la meilleure façon de résumer la saga tragique du réseau d'espionnage Walker-Whitworth est de se rappeler les mots de l'auteur Michael G. Sulik. Décrivant John Walker comme l'espion maléfique de l'Empire du Mal, il a déclaré « La famille malheureuse de John Walker était malheureuse parce qu'il était le mal incarné. Il était un mari violent et volage, un père négligent, un fils froid et manipulateur, et un frère exploiteur. Il n'avait aucune qualité rédemptrice, sauf une. » John Walker était un espion exceptionnel.